Dans cette vidéo, nous allons aborder la manière dont les humanistes du XVIe siècle abordent la question politique. Nous allons voir d'abord les grands principes, puis deux personnages importants, Thomas More et Nicolas Machiavel. Alors, sans surprise, puisque c'est au cœur de leur pensée, les humanistes vont placer comme principe politique fondateur la primauté de la dignité humaine. L'organisation sociale, le régime politique se doit donc de respecter l'humain avant toute chose. Cela peut sembler un peu vague, mais en réalité c'est un enjeu de taille puisque ça signifie tout simplement que la violence doit être absolument évitée dans le gouvernement politique d'un État ou d'une ville. Donc l'idéal politique des humanistes implique une sorte de pacifisme avec pour premier principe la recherche du compromis dans les relations entre les pays et donc une primauté donnée aux relations diplomatiques. Pacifisme, diplomatie. Et évidemment, les humanistes privilégient également les échanges d'idées, la circulation des personnes et par voie de conséquence, puisque l'idée c'est que tout le monde puisse circuler librement, il va y avoir une sorte d'esprit cosmopolite qui va être mis en valeur. Et pour que tout le monde puisse vivre en paix avec ses amis, y compris ses amis étrangers, eh bien, il va falloir faire circuler également les idées. Donc Erasme, la principale figure de l'humanisme, correspond ainsi avec des auteurs dans toute l'Europe et figure bien cet esprit humaniste, cet esprit cosmopolite. Erasme, c'est aussi celui qui invente ce terme de république des lettres, où chaque humaniste est appelé à s'engager dans cette république, donc vers un idéal de paix et de concorde. Cette idée de paix, de concorde, qui va de pair avec donc l'idée d'un bonheur possible au sein d'une organisation politique, rompt avec une vision religieuse très noire, qui est très pessimiste, qui était celle qui était justement en vigueur au Moyen-Âge, puisque au Moyen-Âge, il y a surtout l'idée que l'homme est corrompu, puni par Dieu pour son orgueil, et que donc il mène une vie de misère, de labeur sur la terre, et que donc justement le bonheur sur terre n'est pas possible, il faut s'en faire une raison, et mériter par ses bonnes actions le paradis. Donc cette conception d'un bonheur sur terre impossible est complètement battue en brèche par les humanistes, et ils vont au contraire développer cet idéal de concorde qui doit justement apporter le bonheur sur terre. Alors cet idéal de concorde, il est magnifiquement illustré par la fameuse fresque de Lorenzetti. C'est une fresque qui est peinte sur les murs d'une église à Sienne, et le peintre peint tous les symboles avec toutes les allégories du bon et du mauvais gouvernement. Le bon gouvernement, justement, il est dominé par la justice qui tient la balance. Et dans cette balance, il y a donc le juste et l'injuste. Et vous voyez que le juste fait descendre une corde. Et cette corde, elle est tenue justement par la déesse de la concorde. La déesse de la concorde, elle va faire passer cette corde aux différents membres du gouvernement qui sont donc tous reliés par cette corde qui symbolise la cohésion sociale. Et donc, dernier symbole important, c'est justement cette déesse de la concorde qui tient dans ses mains un rabot, l'outil du menuisier pour poncer, pour enlever les impuretés. Et donc, eh bien, la déesse de la concorde, elle supprime en quelque sorte les disputes et elle égalise au sein de la société les différents éléments du corps social. Alors les humanistes sont profondément chrétiens et donc ils vont tenter de concilier cette idée de bonheur, cette idée de concorde civile avec la morale chrétienne. Pour ce faire, ils vont également écrire ce qu'on appelle des miroirs du prince.
d'autant plus que, évidemment, pour un humaniste, l'éducation, c'est ce qui permet justement de rendre les hommes meilleurs. C'est un principe fondateur de l'humanisme. Donc, écrire un miroir du prince, donc ce genre littéraire qui permet en quelque sorte de faire l'éducation morale des gouvernants, eh bien, c'est quelque chose qui semble tout à fait, on va dire, normal. Donc l'éducation des gouvernants et des futures élites se fait selon une double optique. Tout d'abord, former évidemment un esprit sain dans un corps sain, avec évidemment une vertu chrétienne sans faille, des principes moraux sans faille, donc faire un bon roi, qui va donc bien gouverner, puisqu'il va être vertueux. Et puis, il y a l'idée aussi, dans ces miroirs du prince, de restaurer en quelque sorte la grandeur morale et intellectuelle des hommes de l'Antiquité, pour faire des gouvernants de la Renaissance, eh bien, en quelque sorte des Catons actuels, hein, donc faire en sorte que les hommes de la Renaissance soient aussi bons, aussi vertueux, aussi grands que les hommes de l'Antiquité. Donc évidemment, ça fait quand même un idéal assez remarquable. Mais l'institution du prince chrétien d'Érasme en 1516 va justement dans ce sens. Alors le premier penseur qui mène une réflexion un peu différente des autres humanistes, c'est tout d'abord Thomas More. Thomas More, c'est un grand ami d'Érasme, et contrairement à Érasme qui n'a pas exercé de fonction politique, Thomas More, lui, il a exercé une fonction très importante puisqu'il est le chancelier, c'est-à-dire l'équivalent du Premier ministre du roi Henri VIII d'Angleterre. Henri VIII, oui, c'est celui, rappelez-vous, qui veut divorcer, mais n'y arrive pas. Donc le pape s'y oppose. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Évidemment, il dit très bien, je me sépare de l'Église catholique, je fonde l'Église anglicane. Donc en fait, je deviens moi-même protestant. Et ensuite, il divorce, il se remarie. Comme ça ne va toujours pas, il tue ses femmes. Première femme, deuxième femme, troisième femme. Bon, bref, c'est quand même un roi qui a généré un certain nombre de séries, de films, parce qu'évidemment sa vie elle est terrible. Et Thomas More, oui, c'est son premier ministre, et évidemment ça va assez mal finir pour lui, puisqu'il va le faire exécuter, mais ça c'est une autre histoire. Alors, ce qui nous intéresse chez Thomas More, c'est surtout l'Utopie. C'est un ouvrage qui est publié en 1516. L'Utopie, c'est un dialogue fictif où Thomas More se met en scène, notamment dans son jardin, et il y reçoit un marin voyageur qui s'appelle Raphaël Itlodé et qui lui fait le récit de son naufrage sur une île. Cette île, c'est une île qui s'appelle l'Utopie. Il a été recueilli par un habitant qui lui a fait visiter la cité d'Utopie. Alors évidemment, cette société, elle est parfaite, elle est idéale, elle est régie par des principes d'égalité entre les personnes, y compris entre les hommes et les femmes. Et dans cette cité, justement, la concorde règne, puisqu'il n'y a pas de propriété, la propriété a été abolie, et tout ce qui est important, tous les biens sont mis en commun entre les personnes. Alors à travers cette description de la cité d'Utopie, le lecteur peut ainsi méditer sur un idéal politique, bien entendu, mais aussi sur la réalité du régime politique et de la situation qu'il a sous les yeux, donc sa propre société. Tous les points qui sont décrits sont en fait en quelque sorte comme un miroir de tout ce qui ne va pas dans la société du lecteur du XVIe siècle. C'est ainsi qu'il faut le comprendre, et il y a une critique implicite assez forte. L'ouvrage de Thomas More a un succès considérable, et par la suite, le principe même d'un récit utopique va être repris dans de nombreux ouvrages littéraires, et ainsi, dès 1954, Rabelais, dans le Gargantua, décrit dans un passage extrêmement célèbre l'abbaye de Thélème, où les télémites vivent dans la joie grâce à une égalité, une concorde parfaite. Le deuxième auteur important politique et humaniste, c'est bien entendu Nicolas Machiavel. Le Prince, c'est un ouvrage politique donc de Machiavel qui est publié en 1532. Et c'est vraiment un coup de tonnerre intellectuel extraordinaire.
L'ouvrage se présente un peu également comme un miroir du prince, c'est-à-dire un manuel pour gouverner. Mais en fait, ce serait plutôt un anti-miroir, un anti-manuel. Car en effet, Machiavel va sortir complètement la question politique de la perspective morale et de la perspective chrétienne. Il n'explique pas aux futurs gouvernants comment être un bon prince, un prince vertueux, un prince chrétien. En fait, il lui explique comment conserver le pouvoir par tous les moyens, y compris par des moyens mauvais, vicieux, qui impliquent la violence. Et donc, comment, même si tu es un tyran, comment tu peux rester tyran. C'est ça que enseigne en quelque sorte ce livre. Donc le prince, il décrit le tyran en dehors de toute question du bien et du mal, et cette façon très pragmatiste, très réaliste de concevoir la politique fait de ce livre immédiatement un livre absolument sulfureux. Et ça rompt tellement avec la manière de voir les choses que immédiatement il va y avoir en quelque sorte une réputation terrible qui va être attachée à Machiavel. Alors, quand Le Prince est publié, La Boétie, lui, il a seulement 2 ans. Et de toute façon, le livre, il est publié après la mort de Machiavel. C'est pour dire comme le livre est vraiment brûlant. Cependant, on sait, notamment grâce à Montaigne, que La Boétie a lu Le Prince. Dans le discours et dans Le Prince, il y a en effet un certain nombre de points communs. Alors d'abord, ce sont 2 œuvres qui ont connu une réception mouvementée, avec des récupérations et des interprétations complètement opposées. Machiavel, il est vu tantôt comme un défenseur de l'absolutisme, de la tyrannie, comme s'il faisait vraiment l'éloge de la tyrannie, d'où le mot d'ailleurs de machiavélisque. Le mot vraiment indique tout le côté noir. Et cette lecture, elle va forger la légende de Machiavel qui se forge tout au long du XVIe siècle et qui perdure encore chez certains penseurs aujourd'hui. Mais d'autres vont lire à l'opposé Le Prince. Ils vont le lire comme une sorte de satire ironique qui dénonce avec cynisme le tyran et ses méthodes, et c'est en particulier la lecture que aura Rousseau, le philosophe des Lumières. Donc on voit bien que ces 2 interprétations qui perdurent encore aujourd'hui font que, en quelque sorte, Machiavel et le prince sont des objets un petit peu difficiles à appréhender. En fait, il y avait un autre manuscrit de Machiavel qui a été connu beaucoup plus tard, qui s'appelle le discours sur la première décade de Tite-Live. Et en fait, ce discours-là permet de bien comprendre le propos en fait du prince et de voir que c'est en fait Rousseau qui avait plutôt bien lu le prince. Mais en tout cas, clairement, au moment où La Boétie et Montaigne lisent Le Prince, eh bien, c'est vraiment un livre qui fait réfléchir, mais qui est, encore une fois, très, très, très sulfureux. Le deuxième point commun entre La Boétie et Machiavel, c'est le fait que ce sont donc tous les deux des humanistes, que tous les deux donc se placent du côté de l'utilité politique, en dehors de tout ce qui est moral, de tout ce qui est honnête. Et puis, en tant qu'humanistes, tous les deux se placent du côté également de la dignité humaine. Et tous les deux définissent la dignité humaine comme avant tout la liberté. C'est la liberté qui définit la dignité de l'homme, c'est ce qui fait l'essence même d'un être humain, c'est ce qui le place à part dans le monde. Et ça, c'est également ce qui va permettre de comprendre pourquoi tous deux condamnent la tyrannie, puisque la tyrannie, c'est justement la privation de la liberté. Alors, on sait, puisque nous, on a accès au discours sur la première décade de Tite-Live, on sait en fait que Machiavel condamnait la tyrannie et plaçait la souveraineté du peuple, donc une forme de républicanisme, comme étant le meilleur des régimes politiques. Alors que, en ce qui concerne la Boétie, on ne sait pas vraiment quel régime pouvait venir en face de la tyrannie. La critique du peuple, la critique de la populace, comme la Boétie le nomme, rend donc peu probable le fait que finalement la Boétie se plaçait comme Machiavel du côté de la souveraineté du peuple.
Les penseurs humanistes réfléchissent donc à la fois à une cité idéale, comme Thomas More, dans une réflexion très théorique, et ils réfléchissent également à leur propre société. La Boétie va donc se situer à la confluence de ces différentes pensées. Il est à la fois dans la pensée de la concorde, du cosmopolitisme, du modèle des grands hommes politiques de l'Antiquité, et cependant, il va aussi reprendre le point de départ du sulfureux Machiavel, à savoir la liberté comme état premier de l'homme et comme condition même de sa dignité. C'est pourquoi aujourd'hui encore, comme Machiavel, la Boétie est un penseur qui est un penseur moderne, original, parce que justement, il va partir de la tradition pour faire quelque chose de nouveau.